Un faux pas et j'étais perdu. Plus d'une fois j'arrachai des touffes d'herbe sous mes mains, plus d'une fois mon pied glissa sous les saillies humides du rocher. Enfin, j'atteignis le sommet où je trouvai un rebord d'une largeur de plusieurs pieds, recouvert de mousse vert fort moelleuse, où je pus sans être vu m'étendre confortablement. C'est là que je me trouvais tandis que vous, mon cher Watson, et votre suite étiez en train de chercher les causes de ma mort avec autant de sympathie que d'insuccès. Enfin, quand tous vous eûtes acquis une conviction totalement erronée mais inévitable, je vous vis partir pour l'hôtel et je restai seul. J'avais bien cru être à la fin de mes aventures. Mais un fait inattendu me montra que l'avenir me réservait des surprises. Un énorme bloc s'écroulant soudain rebondit, roula auprès de moi, s'abattit sur le sentier et dans le précipice je crus d'abord à un accident. Mais un instant après j'aperçus en levant les yeux la tête d'un homme qui se détachait sous le ciel assombri. Puis un autre rocher dégringola à quelques centimètres de moi sur le rebord où j'étais étendu. Je compris sans difficulté, Moriarty n'était pas venu seul. Un des conjurés, et un coup d'œil m'avait suffi pour me rendre compte combien celui-là était dangereux, avait dû faire le guet tandis que le professeur m'avait attaqué. De loin, sans que j'eusse pu l'apercevoir, il avait été le témoin de la mort de son ami et de mon escalade. Il avait attendu, avait pu gagner le sommet du rocher, et il essayait de réussir là où son compagnon avait échoué. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre tout cela, Watson. Je ne tardais pas à revoir ce visage grimaçant qui me guettait du haut de ce rocher, et je compris qu'une nouvelle pierre allait bientôt tomber. Je redescendis aussi vite que je pus sur le sentier. Je n'aurais jamais pu le faire de sang-froid, je crois. C'était 100 fois plus difficile que de monter, mais je n'eus pas le temps de songer au danger, car un autre bloc me frôla tandis que je me tenais suspendu par les mains au rebord. À moitié chemin, je glissai, et enfin, grâce à Dieu, tout sanglant et blessé, je me retrouvai sur le sentier. Je pris mes jambes à mon cou et je fis 10 milles dans les montagnes, en pleine nuit. Une semaine plus tard, je me trouvai à Florence, avec la conviction que personne au monde ne savait ce que j'étais devenu. Je n'eus qu'un seul confident, mon frère Mycroft. Je vous dois bien des excuses, mon cher Watson, mais il était absolument indispensable qu'on crût à ma mort, et il est certain que jamais vous n'eussiez fait un compte-rendu aussi émouvant de ma triste fin si vous ne m'aviez été sincère. À plusieurs reprises, depuis 3 ans, j'ai pris la plume pour vous écrire, mais je me suis toujours arrêté de peur que votre affection n'amenât une indiscrétion qui eût trahi mon secret. C'est encore pour ce motif que ce soir je me suis éloigné de vous quand vous avez renversé mes livres, car en ce moment même je courais un danger et la moindre marque de surprise ou d'émotion de votre part, en attirant l'attention sur mon identité, eût pu avoir les résultats les plus funestes et les plus irréparables. Quant à Mycroft, j'étais bien dans l'obligation de me confier à lui, afin qu'il pût m'envoyer l'argent dont j'avais besoin. Les événements qui s'étaient passés à Londres n'avaient pas donné les résultats que j'étais en droit d'espérer. Le procès de la bande de Moriarty avait laissé en liberté 2 de ses membres les plus dangereux, mes ennemis les plus acharnés. Je voyageai donc pendant 2 ans dans le Tibet et eus le plaisir de visiter Lhasa et de passer quelques jours chez le grand lama. Vous avez peut-être lu le récit des explorations remarquables d'un Norvégien du nom de Ligerson? Certainement. Il ne vous est jamais venu à la pensée que vous lisiez les nouvelles de votre ami.
Je traversai ensuite la Perse, m'arrêtai à la Mecque. Je fis au calife de Khartoum une courte et intéressante visite dont je communiquai le résultat au Foreign Office. Je revins par la France où je passai quelques mois à faire des recherches sur les dérivés du coaltar et je dirigeai un laboratoire à Montpellier dans le midi de la France. Ayant terminé mes études, à ma plus grande satisfaction en apprenant qu'il n'y avait plus à Londres qu'un seul de mes ennemis, j'avais l'intention d'y rentrer quand la nouvelle de l'étrange mystère de Park Lane me fit hâter mon départ. Non seulement cette affaire m'attirait par ses côtés ténébreux, mais elle me parut offrir à mon point de vue personnel certaines particularités. Je revins immédiatement à Londres et me rendis sans déguisement à mon logement de Baker Street, où mon apparition causa une violente attaque de nerfs à ma propriétaire, Miss Hudson. Je trouvai mon appartement et mes papiers conservés par Mycroft dans l'état où je les avais laissés. C'est ainsi, mon cher Watson, que cet après-midi, à 2 heures, je me trouvai allongé dans le fauteuil favori de mon ancien appartement, n'ayant qu'un seul désir, celui de voir mon vieil ami Watson, assis dans l'autre comme au temps passé. Tel fut le roman étonnant qui me fut raconté ce soir d'avril, roman auquel je n'aurais pu ajouter foi s'il n'eût été confirmé par la vue de cette grande taille et mince, de cette physionomie intelligente et vive que j'avais cru ne jamais revoir. Il avait appris sans doute la perte douloureuse que j'avais éprouvée, et sa sympathie se manifestait plus dans ses manières que dans ses paroles. « Le travail, ajouta-t-il, voyez-vous, mon cher ami, est le meilleur antidote de la douleur, et cette nuit j'ai du travail pour nous deux. Si le succès nous favorise, il justifiera à lui seul ma présence sur cette terre. » Je le priai en vain de me parler plus clairement. Vous entendrez et vous verrez assez avant demain matin. Nous avons 3 années du passé à nous raconter. Que cela vous suffise jusqu'à 9h30, heure à laquelle il faudra nous mettre en route vers la maison vide. Je fus bientôt, comme au bon vieux temps, assis à côté de lui dans un hansom, mon revolver dans la poche, et au cœur le frisson de l'aventure. Holmes était froid, sévère et silencieux. Comme les rayons des becs de gaz éclairaient ses traits austères, je vis son front soucieux, ses lèvres minces serrées. Je ne savais pas quelle était la bête sauvage que nous allions chasser dans la jungle noire du Londres criminel, mais j'étais bien convaincu, en voyant l'attitude de ce grand veneur, que l'expédition était très périlleuse, tandis que le sourire sardonique qui parfois éclairait sa figure sombre me faisait comprendre le danger couru par celui que nous allions traquer. Je croyais que nous nous dirigions vers Baker Street, mais Holmes fit arrêter le cab au coin de Cavendish Square. Je remarquai qu'en descendant, il jeta un regard scrutateur à droite et à gauche, et qu'à chaque coin de rue, il prit un grand soin de s'assurer que nous n'étions pas suivis. Notre itinéraire était vraiment singulier. La connaissance qu'avait Holmes de tous les coins de Londres était extraordinaire. Il passa rapidement et d'un pas assuré à travers un dédale d'écuries dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Enfin, nous débouchâmes dans une petite rue bordée de vieilles et de tristes maisons, qui nous conduisit jusqu'à Manchester Street, et de là à Blandford Street. Là, il tourna vivement dans une ruelle, poussa une barrière en bois et nous nous trouvâmes dans une cour déserte. Il ouvrit ensuite avec une clé la porte de service d'une maison qu'il referma derrière nous. Nous étions dans l'obscurité la plus complète. Il me parut évident que la maison était vide.
Nos souliers craquèrent sur le plancher nu, et ma main tendue rencontra un mur sur lequel la tapisserie tombait en lambeaux. Les doigts osseux et glacés de Holmes me saisirent par le poignet, et je me sentis conduire à travers un long vestibule, jusqu'au moment où j'aperçus enfin les vitres poussiéreuses au-dessus de la porte donnant sur la rue. Holmes tourna à droite, et nous nous trouvâmes dans une pièce carrée, absolument vide, éclairée seulement au milieu par la lueur de la rue, mais dont les coins étaient restés dans l'ombre la plus épaisse. Aucun bec de gaz ne se trouvait auprès de cette pièce, et les vitres étaient recouvertes d'une épaisse couche de poussière. C'est à peine si nous pouvions distinguer nos silhouettes réciproques. Mon compagnon me mit la main sur l'épaule, et ses lèvres s'approchèrent de mon oreille. « Savez-vous où nous sommes ?» murmura-t-il. « Sûrement à Baker Street », répondis-je en regardant à travers la fenêtre obscure. « Précisément. Nous sommes dans Camden House, qui se trouve exactement en face de notre appartement. » « Et pourquoi sommes-nous ici ?» Parce que nous avons une vue superbe sur la maison d'en face. Prenez donc la peine, mon cher Watson, de vous approcher un peu de la fenêtre avec toutes les précautions possibles pour n'être pas vu, et regardez devant vous mon appartement, le point de départ de tant de nos aventures. Nous allons voir si mes 3 années d'absence m'ont enlevé le pouvoir de vous surprendre. Je m'approchai sans bruit et regardai la fenêtre que je connaissais si bien. Quand mes yeux l'eurent fixée, je ne pus retenir un cri d'étonnement. Le store était baissé. Une lumière intense éclairait la chambre. L'ombre d'un homme assis à l'intérieur sur une chaise se détachait sur l'écran lumineux de la fenêtre. Il n'y avait pas à se méprendre sur la pose de la tête, la carrure des épaules et la dureté des traits. Le visage se voyait de 3/4 et produisait l'effet d'une de ces silhouettes noires qui, encadrées, plaisaient tant à nos aïeux. C'était le portrait frappant de Holmes. Je restai tellement stupéfait que je ne pus m'empêcher d'avancer le bras pour m'assurer que l'homme lui-même se tenait toujours à côté de moi. Il était secoué par un rire silencieux. « Eh bien, dit-il. « Grand Dieu !» m'écriai-je, « c'est merveilleux !» Je crois bien que l'âge ne m'a pas encore affaibli et que mes idées sont toujours aussi variées, dit-il. Dans sa voix, je sentais l'orgueil et la joie de l'artiste qui assiste à l'une de ses créations. N'est-ce pas que c'est bien moi ? Je parierais que c'est vous-même. Le mérite de l'exécution en revient à M. Oscar Meunier, de Grenoble, qui a passé plusieurs jours à faire le moulage. C'est un buste en cire que j'ai ainsi disposé cet après-midi pendant ma visite à Baker Street. Mais pourquoi donc ? Parce que, mon cher Watson, j'avais les raisons les plus sérieuses de faire croire à certaines personnes que j'étais là, alors au contraire que j'étais ailleurs. Vous pensiez donc que votre appartement allait être surveillé ? Je le savais. Par qui ? Par de vieux ennemis, Watson. Par cette société charmante dont le chef est au fond du précipice de Reichenbach. Vous vous rappelez que ces gens étaient les seuls à connaître mon existence. Tôt ou tard, ils pensaient que je reviendrais à mon appartement. Aussi eurent-ils soin de surveiller sans répit, et ce matin ils m'ont vu arriver. Comment le savez-vous ? Parce que j'ai reconnu leur sentinelle en regardant par la fenêtre. C'est un homme qui n'est pas dangereux, lui. C'est un nommé Parker, un étrangleur de profession et un artiste sur la harpe. Celui-là, je n'ai pas à le craindre.
Mais il n'en était pas ainsi de l'individu redoutable qui le faisait agir et qui avait été l'ami intime de Moriarty, celui qui m'avait lancé du haut de la montagne les blocs de rocher, le criminel le plus rusé et le plus dangereux de Londres. C'est l'homme qui me cherche ce soir, Watson. Et il ne soupçonne pas que de notre côté, nous sommes sur la piste. Peu à peu, je commençais à saisir le plan de mon ami. De cette retraite commode, les guetteurs étaient eux-mêmes guettés et les traqueurs traqués. Cette silhouette anguleuse était l'appât, et nous étions les chasseurs. En silence, dans l'obscurité, nous surveillions tous ceux qui allaient et venaient sous nos yeux. Holmes était taciturne et impassible, mais je voyais bien qu'il se tenait sur le qui-vive et que ses yeux fixaient avidement la foule qui s'écoulait. La nuit était froide, le vent soufflait avec furie et s'engouffrait dans toute la longueur de la rue. Les passants marchaient rapidement, emmitouflés dans leurs pardessus et leurs foulards. Une à deux fois, il me semblait apercevoir une figure déjà vue, et je remarquai tout spécialement deux hommes, qui semblèrent se mettre à l'abri du vent sous la porte cochère d'une maison sise un peu plus haut dans la rue. J'essayai d'attirer sur eux l'attention de mon compagnon, mais celui-ci se borna à faire un geste d'impatience et continua d'examiner la rue. De temps en temps, il remuait les pieds et tambourinait sur le mur avec les doigts. Il était évident pour moi qu'il se sentait mal à l'aise et que son plan ne se réalisait pas dans les conditions qu'il avait espérées. Enfin, comme minuit approchait et que peu à peu la rue devenait déserte, il se mit à marcher de long en large dans la chambre avec une agitation qu'il ne pouvait vaincre. J'allais lui en faire l'observation quand, en levant les yeux vers la fenêtre éclairée, je fus aussi surpris que la première fois. Je saisis Holmes par le bras en lui faisant un signe du doigt. « La silhouette a bougé !» m'écriai-je. Et en effet, nous ne voyions plus le profil. C'était le dos qui était tourné vers nous. Les 3 années qui venaient de s'écouler n'avaient pas émoussé les aspérités de son caractère, ni son impatience quand il rencontrait une intelligence moins active que la sienne. Naturellement, elle a bougé. Suis-je donc un imbécile, Watson, pour avoir placé un mannequin dont la rue saute aux yeux, et pour croire que les malfaiteurs les plus habiles d'Europe s'y laisseraient prendre? Nous sommes dans cette pièce depuis 2 heures, et Miss Hudson a déjà modifié 8 fois la position du mannequin, soit une fois tous les quarts d'heure. Elle le fait par devant de manière que son ombre ne se voit jamais. Il retint sa respiration avec un petit bruit sec. Dans la lumière vague, j'aperçus sa tête qui se pencha en avant dans l'attitude de la plus vive attention. Au dehors, la rue était absolument déserte. Les 2 hommes se trouvaient peut-être encore sous la porte cochère, mais je ne les voyais plus. Tout était silencieux et sombre, excepté cet écran de lumière qui se trouvait devant nous et sur lequel se détachait la silhouette noire.